Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Désert, je suis coach et formateur professionnel. J'accompagne les entreprises dans leurs désirs et leurs projets de transformation et de développement, tant au niveau du collectif qu'au niveau de l'individu. Je les accompagne à leur relever leurs défis et leurs challenges pour permettre au collectif de grandir ensemble, de mieux travailler ensemble, de mieux collaborer ensemble. J'accompagne aussi les individus de ces collectifs pour leur permettre de trouver en eux les ressources insoupçonnées qu'ils ont et qu'ils vont pouvoir mettre bien évidemment à leur profit dans un premier temps, mais aussi au profit du collectif. Manager coach dans ma précédente vie, j'ai toujours eu ce besoin, cette envie d'être utile. J'ai toujours aussi positionné l'homme au cœur du système, au cœur de l'entreprise, au service des enjeux majeurs de l'entreprise nécessaires à son évolution, à sa transformation, à son développement et pour en assurer sa pérennité. Je suis aussi praticien en cohérence cardiaque. Cette pratique, je l'ai découverte au travers d'une formation en leadership il y a maintenant presque 7 ans et je dois dire que c'est quelque chose qui a considérablement changé ma vie. Depuis, il m'a semblé nécessaire et important pour moi de me former à cette pratique pour être capable d'utiliser la cohérence cardiaque comme un des nombreux outils que je peux utiliser dans mes accompagnements, tant individuels que collectifs. Dans ce contexte inédit depuis plus d'un siècle, aussi bien en France qu'au niveau mondial, il est à peu près normal et humain de ressentir de l'anxiété et du stress. Il se trouve que la cohérence cardiaque est un outil simple, efficace, accessible à tous, qui ne nécessite aucun investissement si ce n'est un petit peu de temps dans une journée, pour être capable de lutter très efficacement contre le stress. Cette pratique, qui est arrivée des États-Unis et qui a été développée dans les années 90 par l'Institut HeartMath, a été depuis importée en France au début des années 2000 par le docteur David Servan-Schreiber et par son ami et collègue, le docteur David Auer. Et bien avant eux déjà, la médecine chinoise, il y a plus de 3000 ans maintenant, avait déjà compris les nombreuses interactions qui existaient entre notre cœur et notre cerveau. Depuis 30 ans maintenant, avec le développement des neurosciences et tout particulièrement de l'IRM, les images à résonance magnétique, la preuve scientifique de l'efficacité de cette pratique sur la santé en général et plus particulièrement sur la réduction du stress a été largement démontrée. Et quand on sait que le stress est un facteur aggravant dans à peu près 70% des pathologies, on comprend tout de suite mieux pourquoi il est important d'essayer de le contrôler, de le réguler ou de le réduire. Je dirais, quel que soit l'outil, quelle que soit la pratique que l'on va utiliser pour ce faire, l'important c'est d'y parvenir. Il se trouve que la cohérence cardiaque est parmi les outils les plus efficaces, si ce n'est l'outil le plus efficace quand on regarde l'investissement qu'il nécessite et les effets bénéfiques qu'il procure au niveau du stress en particulier et au niveau plus global de la santé. Mon intention dans cette vidéo, c'est de vous permettre, au travers de la cohérence cardiaque, de mieux comprendre comment on peut avoir un pouvoir sur notre stress. Comment on va pouvoir, non pas mieux gérer son stress, mais plutôt mieux contrôler son stress. Parce que quand on parle de contrôle, on parle d'avoir un pouvoir sur quelque chose. Et clairement, avec la cohérence cardiaque, on a un moyen, un pouvoir d'agir directement sur notre stress, qui va de ce fait avoir un impact directement sur notre santé. Alors je ne suis ni thérapeute, ni médecin, mais j'ai quand même besoin de partager et de poser quelques bases avec vous pour que vous compreniez mieux comment la cohérence cardiaque va permettre d'agir sur notre niveau de stress et de ce fait sur notre niveau de santé. Quand on parle de contrôle, on parle tout de suite de système de contrôle. Eh bien, pour l'être humain, dans le corps humain, on a un système de contrôle qui s'appelle le système nerveux autonome, le SNA. Il assure la totalité des régulations de notre organisme. Tous les organes vitaux de notre organisme sont gérés via le système nerveux autonome. Tout ce qui n'est pas soumis à notre volonté est géré par le système nerveux autonome. Et en fait, au final, ma santé est maintenue par mon système nerveux autonome. Par exemple, la maladie est une dérégulation de l'organisme, donc une dérégulation de nos systèmes nerveux autonomes. Et la cohérence cardiaque, on va voir comment justement, prenant en considération cette incapacité-là par notre volonté à pouvoir agir directement sur le système, comment de façon indirecte, la cohérence cardiaque permet de venir quand même pénétrer le système nerveux autonome et agir encore une fois sur la réduction du stress et agir de ce fait par ricochet sur l'amélioration de notre santé. Le
système nerveux autonome se décompose en deux sous-systèmes. D'un côté, on va retrouver le système nerveux dit sympathique, de l'autre côté, le système nerveux dit parasympathique. C'est comme dans la métaphore automobile, où dans un thermostat, il y a le on, le off, le marche, l'arrêt. Dans une voiture, on a le frein et l'accélérateur. Je vais utiliser cette métaphore de l'automobile justement pour bien vous faire comprendre comment on passe et comment notre système nerveux autonome bascule de l'un vers l'autre en fonction des différents événements et en fonction de notre environnement. Quand on parle de santé, on parle aussi inévitablement d'homéostasie. Comme l'a définissait le professeur Claude Bernard, l'homéostasie, c'est la capacité d'un système à maintenir son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes extérieures. En résumé, on peut dire que l'homéostasie, c'est la santé. Ça traduit notre état de santé. C'est finalement tous les moyens que le corps a à disposition pour se maintenir stable à l'intérieur face à un environnement extérieur qui est par définition instable. Alors, ce système nerveux autonome, comment fonctionne-t-il et surtout, à quoi sert-il? En commençant par le système nerveux sympathique, c'est celui qui est mobilisé, qui est chargé de la fuite ou du combat. C'est-à-dire qu'en fonction d'un danger imminent, d'un danger de notre environnement, c'est lui qui va permettre de mobiliser toute notre énergie, cette énergie qui est fabriquée par le cœur et les poumons, et qui va mobiliser cette énergie, que l'on appelle l'énergie tournée vers l'extérieur, pour nous permettre, face à cette menace, face à ce danger, soit de fuir, soit de se préparer à combattre, en fonction de comment la situation se présente. Et cette capacité de notre corps à pouvoir fuir ou combattre face à un danger imminent, ça remonte à une programmation vieille de 60 millions d'années chez l'homme, et qui est en lien avec notre côté reptilien, où la première des choses qui était importante, c'était, face à un danger imminent, pouvoir mobiliser son énergie pour pouvoir fuir ou pour pouvoir combattre. Ça, c'est le système nerveux sympathique qui l'autorise. Et à chaque fois qu'on va trouver quelque chose sur la gauche, donc côté système nerveux sympathique, on aura toujours le contraire de l'autre côté, le côté système nerveux parasympathique. C'est le côté restauration de l'énergie. C'est le côté phase de repos, de relaxation, de reconstitution de notre énergie. Donc avec cette fois-ci, les flèches tournées vers l'intérieur, qui nous permet finalement de aussi réparer. Et cette phase permet de récupérer de l'énergie, reconstituer de l'énergie. Donc on a ici ce que l'on pourrait appeler une dépense d'énergie, et là une économie d'énergie, une reconstitution d'énergie. Et finalement, notre santé, notre bilan de santé, c'est un vrai bilan énergétique. D'un côté, je dépense, de l'autre côté, je reconstitue, j'économise. Et ce système fonctionne en permanence grâce à des hormones, grâce à ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. On a côté système nerveux sympathique, l'adrénaline. Je pense que tout le monde connaît. L'adrénaline qui, de façon instantanée, va nous permettre justement cette mobilisation d'énergie et cette fuite ou le combat. Et puis on a aussi le cortisol, qui est clairement l'hormone du stress. Le cortisol, à la différence de l'adrénaline, c'est en fait de l'adrénaline plutôt de longue durée. C'est-à-dire qu'elle va avoir des effets moins éphémères, moins puissants sur l'instant, mais par contre qui va durer plus longtemps et qui va venir impacter dans l'organisme pendant plus longtemps. Côté système nerveux parasympathique, on a toujours le contraire. Et souvent, ce sont des hormones, des neurotransmetteurs que l'on connaît moins, mais pourtant, ils ont leur rôle aussi. L'acétylcholine, qui est le pendant de l'adrénaline, et le pendant du cortisol, c'est la DHEA, qui est, soit dit en passant, appelée l'hormone de jouance. Donc on connaît souvent bien cette partie-là, le cortisol, l'adrénaline, mais on ne connaît pas cette partie-là qui est le pendant et qui pour autant est tout aussi important dans cette capacité à s'adapter.
C'est comme si quelque part, dans cette métaphore de l'automobile, on connaissait bien l'accélérateur, mais finalement, on ne connaissait pas très bien le frein. Dans une automobile, pour s'adapter à l'environnement, pour s'adapter à la route, en fonction de la voiture que l'on a, on a besoin bien évidemment d'un accélérateur et d'un frein. Et bien là, c'est la même chose. On a l'accélérateur qui est positionné ici, c'est une dépense, et on a ici cette partie reconstitution de l'énergie, cette partie économie, avec les neurotransmetteurs qui vont bien, c'est le frein. Le stress, c'est une réaction du corps à une menace de longue durée. Bien évidemment, quand c'est notre système nerveux sympathique qui est mobilisé au travers de l'adrénaline ou au travers du cortisol, automatiquement, notre fréquence cardiaque augmente, notre fréquence respiratoire augmente et notre pression artérielle augmente. A l'inverse, quand c'est notre système nerveux parasympathique qui est mobilisé au travers de l'acétylcholine ou de la DHEA, notre fréquence cardiaque diminue, notre fréquence respiratoire diminue, notre pression artérielle diminue aussi. J'ai parlé de budget énergétique tout à l'heure. Mon système nerveux autonome cherche en permanence à équilibrer ce budget, c'est-à-dire qu'il va toujours veiller à ce que j'ai suffisamment de ressources, c'est-à-dire que j'ai suffisamment d'énergie reconstituée pour pouvoir, quand j'en aurai besoin, mobiliser mon énergie, mobiliser mes muscles pour la fuite ou le combat. Et dès lors que l'on parle d'énergie, on parle du cœur. Alors pourquoi le cœur? Parce que le cœur, il est au centre de la régulation de l'énergie. Avec les poumons, c'est lui qui gère et mobilise le carburant composé de l'oxygène et du sucre. On sait par ailleurs que le cœur est le messager principal de notre corps. On pourrait penser que c'est le cerveau qui envoie le maximum d'informations dans notre corps. Eh bien, les études ont démontré que c'était l'inverse. C'était que 70% des messages venaient de notre cœur vers le cerveau. Le développement des neurosciences ont permis de montrer qu'on avait des neurones, certes au niveau du cerveau, mais ça on le savait déjà depuis longtemps, mais qu'on avait aussi des neurones au niveau du cœur et au niveau du ventre. À peu près 40 000 neurones pour le cœur, à peu près 200 millions pour le ventre et 200 000 milliards pour le cerveau. Et ces trois éléments, ces trois composants de notre corps interagissent en permanence au travers du système neuronal. Ceci est rendu possible par les branches nerveuses qui connectent le cœur à notre cerveau émotionnel. Je vous propose une petite vidéo de David Servan-Schreiber qui explique très bien cela. Caroline, ce qu'on regarde ici, ce sont les connexions entre le cerveau émotionnel, qui est ici au cœur du cerveau, et le cœur. On constate qu'il y a deux branches de système nerveux qui vont directement du cerveau émotionnel vers le cœur. À chaque instant, le cœur est soumis à l'influence à la fois de cet accélérateur et de ce frein. C'est un peu comme une voiture sur une route de montagne qui a besoin d'un très bon accélérateur pour pouvoir monter, et puis aussi d'un bon frein parce qu'il faut pouvoir gérer chaque virage. Et donc ces deux branches du système nerveux autonome modulent totalement l'effet de ce qui se passe au niveau du cœur à chaque instant. En plus de ça, du cœur vers le cerveau émotionnel remontent les mêmes branches nerveuses qui fait que ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe au niveau de nos émotions. C'est donc une boucle qui module notre relation au monde et à notre physiologie. Au final, vous aurez compris que lorsque l'on dit que notre santé est maintenue grâce à notre système nerveux autonome, ce n'est pas juste notre santé physique, notre santé physiologique, c'est aussi notre santé émotionnelle et psychologique. L'adrénaline, comme je vous l'ai dit, accélère mon cœur. Quand j'inspire, je sollicite mon système nerveux sympathique. A l'inverse, l'acétylcholine ralentit mon cœur. Quand j'expire, je sollicite mon système nerveux parasympathique. Maintenant, si j'avais un moyen d'observer les accélérations de mon cœur, puis les ralentissements de mon cœur, j'aurais un moyen d'observer mon système nerveux autonome, mon niveau de santé. Partant du principe qu'avait avancé William Thomson, qui était un physicien britannique du 19e siècle, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Donc il est important de pouvoir mesurer notre système nerveux autonome, de pouvoir mesurer notre niveau de santé, pour ensuite essayer de l'améliorer. Bien évidemment, au travers
de la pratique de la cohérence cardiaque. Et il se trouve que ce moyen existe. Et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de découvrir avec moi comment on peut mesurer notre système nerveux autonome, donc notre niveau de santé, et bien évidemment après, comment on peut l'améliorer. À ce stade, je voudrais déjà introduire deux notions sur lesquelles je vais revenir juste après. La notion d'un côté de fréquence cardiaque, que tout le monde connaît, et la notion de variabilité de la fréquence cardiaque, ou variabilité cardiaque, c'est la même chose, qui, elle, est une notion qui est pour le coup beaucoup moins connue. En temps normal, à ce stade, j'invite une personne de l'assistance à venir me rejoindre pour lui brancher un petit appareil qui s'appelle un capteur de pouls, que ce capteur de pouls, je vais venir apposer sur l'oreille de la personne qui sera venue me rejoindre. Et ce capteur de pouls est lui-même relié à un logiciel de cardio-biofeedback. Et ce que l'on propose, en général, c'est de constater à l'écran ce qui se passe. Alors, imaginons que cette personne soit restée branchée pendant quelques minutes, et pendant ces quelques minutes, j'ai apporté quelques explications. Là, c'est pas possible, donc je vous propose de visualiser la restitution de l'enregistrement, et au regard de ce que vous pouvez voir à l'écran, je vais vous présenter les différentes notions de fréquence cardiaque et variabilité cardiaque. Cette notion de fréquence cardiaque, c'est notre pouls, c'est la traduction des battements de notre cœur. Si on prend par exemple un cœur qui bat en moyenne à 60 pulsations par minute, on pourrait penser qu'il y a une pulsation toutes les secondes. Et de ce fait, penser que notre cœur bat de façon régulière. Dans les faits, à chaque instant, notre cœur accélère et ralentit. Et pour cette même personne, pour ce même enregistrement d'un cœur qui bat en moyenne à 60 pulsations par minute, on pourrait regarder sur le tracé et voir qu'à un instant donné, la fréquence cardiaque instantanée est de l'ordre de 58 pulsations par minute, et à un autre moment donné, dans ce même enregistrement d'une minute, voir que la fréquence cardiaque instantanée est à 61 pulsations par minute. En moyenne, il bat à 60 pulsations par minute, mais dans les faits, notre cœur bat de façon irrégulière, de façon chaotique. Et c'est pour ça qu'on parle de chaos cardiaque. Maintenant, je vous rassure, le chaos cardiaque, ça correspond à notre état normal. Donc, pas de panique. En résumé, c'est ce qui traduit notre capacité d'adaptation à chaque instant, notre capacité d'adaptation par rapport à notre environnement, avec cette alternance entre des phases de stress, et ce qu'on va trouver sur le tracé, quand le tracé monte, avec ses pics vers le haut, et ces pics peuvent correspondre à un mouvement musculaire, à une pensée intrusive plutôt négative, à une forme de peur, ou à un bruit que l'on aura perçu à l'instant T qui va nous faire réagir, et une alternance de phases de calme au travers de notre système nerveux parasympathique qui va nous permettre de faire baisser notre fréquence cardiaque. La variabilité cardiaque est donc un marqueur de notre système nerveux autonome, un marqueur de notre niveau de santé. Plus elle est élevée, plus notre capacité d'adaptation à notre environnement est grande, plus notre niveau de santé est grand lui aussi. On parle à ce moment-là d'amplitude de la variabilité de la fréquence cardiaque. Walter Cannon, qui était un physiologiste américain, définissait l'homéostasie, qui fait aussi référence à cette notion d'amplitude, comme étant l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie. Et puisque l'on parle d'équilibre dynamique, prenons l'exemple du funambule. On parle de lui comme étant un équilibriste. Il est l'exemple type de l'équilibre dynamique, c'est-à-dire cette alternance entre équilibre, déséquilibre quand il marche sur son fil. Ce qui va lui permettre de s'adapter à son environnement si particulier et qui va lui permettre d'avancer sur son fil en évitant le déséquilibre fatal, c'est son balancier. Plus l'amplitude de son balancier est grande, plus il parvient à s'équilibrer par rapport à son environnement extérieur, bien sûr, mais aussi par rapport à son environnement intérieur. Et là, je veux parler de son système émotionnel. Et plus sa capacité à avancer sur son fil et au final à se maintenir en vie est grande aussi. Il en va de même pour notre propre système d'adaptation, pour notre système nerveux autonome. Plus notre capacité d'adaptation est faible, plus notre budget énergétique est faible. Je n'ai pas suffisamment de recettes pour couvrir toutes mes dépenses. Au contraire, et à l'image de l'équilibriste tout à l'heure, plus l'amplitude de mon système d'adaptation est grande, donc plus l'amplitude de ma variabilité de ma fréquence cardiaque est grande, plus j'améliore mon budget énergétique parce que je vais avoir plus de recettes pour couvrir plus de dépenses.
Et ça, c'est l'amplitude de la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous l'aurez compris, le stress est un facteur de réduction de la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais ce n'est pas le premier facteur. Le premier facteur, c'est l'âge. Effectivement, depuis l'âge adulte, nous perdons tous les ans, en moyenne, 3% de variabilité cardiaque. C'est naturel, c'est comme ça pour tout le monde. Le deuxième facteur, c'est donc le stress ou l'anxiété et la dépression. Et le troisième facteur, ce sont toutes les maladies liées à la régulation ou les maladies cardiovasculaires. Nous avons vu ce qu'était une courbe de variabilité de la fréquence cardiaque. Nous avons parlé aussi de l'amplitude de la variabilité de la fréquence cardiaque. Nous avons vu que l'état normal de cette courbe, c'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque, et qui finalement est notre état normal d'adaptation à l'environnement. Nous avons vu que cette courbe, elle était aléatoire, imprévisible, irrégulière, puisque notre cœur, à chaque instant, accélère puis ralentit, pour s'adapter à cet environnement qui est lui-même imprévisible, irrégulier et aléatoire. Je vous propose maintenant de découvrir comment nous pouvons influer sur notre système nerveux autonome, comment nous pouvons le modifier et surtout comment nous pouvons l'améliorer et de ce fait améliorer notre niveau de santé. Comme précédemment pour parler du chaos cardiaque, et partant du principe qu'il est toujours mieux de montrer que de démontrer, en temps normal, j'invite une personne à venir me rejoindre. Je lui propose de s'asseoir de la façon la plus confortable possible, en lui proposant d'avoir le dos bien droit, les pieds bien posés au sol, avec les mains posées sur les jambes. Je lui branche le capteur à l'oreille, ce capteur que je branche à mon logiciel de cardio-feedback, et à ce moment-là, je vais lui proposer un exercice de respiration guidée, ce que je vous invite d'ailleurs à faire, si vous le souhaitez bien sûr. Pour guider sa respiration, qui doit être une respiration volontaire et non pas une respiration naturelle ou aléatoire, je vais proposer à la personne un métronome. Ce métronome, c'est en fait une bille qui monte et qui descend et qui va guider sa respiration. Ainsi, la personne va inspirer quand la boule monte et expirer quand la boule descend. Et cette respiration va se faire à une fréquence particulière, une fréquence régulière de 6 respirations par minute, qui va alterner 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Habituellement, j'utilise le métronome qui est intégré à mon logiciel de biofeedback. Ici, pour des raisons pratiques, je vous propose une autre application que vous pouvez télécharger facilement sur votre téléphone, qui est entièrement gratuite et qui a été développée par les termes d'Alevar et que je trouve très simple d'utilisation et en même temps très complète. Je vais lancer l'application et demander à la personne de suivre la bille qui monte et qui descend, en inspirant quand la bille monte et en expirant quand la bille redescend. Je vais lui demander aussi d'utiliser une respiration ventrale, c'est-à-dire une respiration naturelle, qui consiste à, au moment où j'inspire, de venir gonfler son ventre pour permettre à l'air de bien rentrer dans les poumons, et au moment où elle va expirer, de dégonfler son ventre pour vider l'air qui se trouve dans les poumons, et son ventre va venir se creuser, comme un ballon de baudruche. On inspire profondément, et on expire, et on vide bien son air. On inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. On inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes. On inspire, on vient focaliser son attention sur son cœur et on expire toujours en gardant focaliser notre attention sur notre cœur.
En temps normal, cet exercice de respiration guidée dure 5 minutes. Ici, volontairement, il n'a duré que 2 minutes. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est quel a été l'impact de cette respiration guidée sur la courbe de la fréquence cardiaque. Alors, qu'est-ce que l'on constate quand on regarde cette courbe? On dit que cette courbe est devenue périodique, c'est-à-dire qu'il y a une alternance entre accélération et ralentissement toutes les 10 secondes, qui correspond justement à cette respiration guidée de 6 respirations par minute. Je précise que cette courbe de cohérence cardiaque qui s'affiche à l'écran et celle de chaos cardiaque que je vous ai présentée précédemment font partie du même enregistrement, pendant la même séance, donc appartiennent à la même personne. Je vous le disais précédemment, notre système nerveux autonome est automatique et inaccessible à notre volonté. En fait, il y a une fonction du système nerveux autonome sur laquelle on peut agir avec volonté, c'est justement la respiration, la fréquence respiratoire. Et en respirant de façon profonde et volontaire, sur cette fréquence particulière de 6 respirations par minute, il se produit un phénomène qui est valable pour tout le monde. Notre fréquence respiratoire et notre fréquence cardiaque se synchronisent. Il y a une synchronisation entre notre cœur et nos poumons. C'est ce qu'on appelle justement la cohérence cardiaque par induction respiratoire. Il se trouve que cœur et poumons ont la même fréquence de résonance. La résonance qui est un phénomène purement physique, et cette fréquence de résonance de 0,1 Hz est obtenue exactement quand l'homme respire sur un cycle de 10 secondes, c'est-à-dire à 6 respirations par minute. Dès lors qu'il y a une synchronisation parfaite entre cœur et poumon, on parle de résonance cardiaque. En résumé, la résonance cardiaque est un état de cohérence cardiaque induite par la respiration à une fréquence de plus ou moins 0,1 Hz. Et c'est celle qui augmente le plus la variabilité de la fréquence cardiaque. Ce qui est important de comprendre maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 minutes. En fait, dans cette alternance 5 secondes où on a stimulé le système nerveux sympathique, 5 secondes où on a stimulé le système nerveux parasympathique, on est en fait venu renforcer notre système d'adaptation, renforcer notre système nerveux autonome en venant augmenter au maximum l'amplitude de la variabilité cardiaque. Mais nous n'avons pas fait que le renforcer. Nous avons aussi équilibré notre système nerveux sympathique et notre système nerveux parasympathique. C'est d'ailleurs cette notion d'équilibre qui vient différencier et rendre complémentaire la cohérence cardiaque et les autres pratiques type méditation ou relaxation qui, elles, viennent principalement mobiliser et stimuler le système nerveux parasympathique. Cet équilibre permet aussi, pendant le temps de la séance, de neutraliser le système nerveux sympathique. C'est comme si, pendant le temps de cette séance, on déconnectait tout notre système nerveux autonome de notre environnement. C'est ce qui permet de recentrer notre système nerveux autonome. On parle de recentrage. Et ce recentrage, il est de 2 ordres. D'un côté, il est physiologique, hormonal, et de l'autre, il est aussi émotionnel. Effectivement, la totalité de nos émotions passe aussi par le système nerveux autonome. C'est comme si dans cette boucle neuronale entre le cœur et le cerveau, décrite par le docteur David Servan-Schreiber, notre cœur envoyait un message au cerveau lui disant « tout va bien ». Bien sûr, c'est un leurre, mais un leurre terriblement efficace pour démonter les mécanismes du stress. Ce que je vous propose maintenant de découvrir ensemble, c'est comment démarrer une pratique de cohérence cardiaque. Comment mettre en place cette pratique-là et de la pratiquer de la façon la plus régulière possible. David O'Hare, dans son livre qui s'appelle Cohérence cardiaque 365, guide pratique de la cohérence cardiaque, parle d'une ce qu'on appelle la pratique de base. Ce chiffre 365, on peut penser qu'il fait référence à 365 jours par an. C'est en partie vrai, en partie faux. Mais c'est en partie vrai parce qu'on verra que la notion de cohérence cardiaque et la pratique de la cohérence cardiaque s'inscrit dans le temps. Le 3. Alors pourquoi le 3 ? Le 3 correspond en fait à 3 fois par jour, 3 séances par jour. Et pourquoi 3 séances par jour ? Parce que les effets démontrés de la cohérence cardiaque, au travers des nombreuses expériences scientifiques qui ont été menées maintenant depuis 30 ans, c'est qu'ils produisent des effets pendant une moyenne d'environ 4 à 5 heures maximum. Donc pour couvrir une journée de 12 heures, 4 x 3, 12, voilà d'où vient le 3 fois par jour. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est comment on cadence ces 3 séances dans la journée en fonction de l'importance relative à cette notion de stress et à cette notion d'émission de cortisol dans le corps. La première séance
la plus importante et de loin, c'est la séance du matin au lever. Pourquoi? Parce que c'est le matin que le corps subit la première plus grosse émission de cortisol. Elle démarre à peu près 2 heures avant l'heure du lever, pour qu'au moment où on se lève, on soit en pleine capacité de se lever. Si on n'avait pas cette émission de cortisol dans le sang à ce moment-là, on ne pourrait tout simplement pas se lever. Donc c'est vraiment important que ce cortisol soit là à ce moment-là. Sauf que, par le biais de la pratique de la cohérence cardiaque, on peut venir réguler ce niveau de cortisol-là pour qu'il soit au meilleur niveau, au niveau optimum. Celui dont on a besoin, le bon stress, et celui dont on n'a pas besoin, le mauvais stress, bah celui-là, le réguler et le mettre un peu de côté. Donc la première séance la plus importante, c'est celle du matin, tout de suite au lever. La deuxième séance la plus importante, elle va se situer en début d'après-midi, parce que ça correspond à une deuxième émission de cortisol dans le corps. Après, chacun prendra en considération de son job et de sa possibilité ou pas de gérer son planning comme il l'entend, de positionner ces 3 séances dans la journée. Il se trouve que la deuxième séance, comme je vous le disais, c'est celle de 15 heures qui est la plus importante par rapport à cette deuxième émission de cortisol dans le sang, qui vient juste après la phase du déjeuner, où notre corps est rentré dans une phase plutôt parasympathique de la relaxation, du repos, de la digestion. Et de ce fait, c'est là où on subit ce petit coup de fatigue et ce petit coup un peu de moins bien avant de redémarrer. Et ce redémarrage, il est lié à cette émission de cortisol dans le corps. La troisième séance, par ordre d'importance, elle se fait en général en fin de matinée. Elle est moins importante que les autres, mais quand même elle est importante parce qu'elle permet de préparer l'organisme à cette phase de parasympathique qui est la phase de digestion, la phase de repos, la phase de récupération, de reconstitution de l'énergie. Donc, on la positionne, si on peut, juste un peu avant midi, en fonction de l'heure à laquelle on a fait la première séance le matin. Et on a bien, à ce titre, nos 3 séances. La première, à 7 heures le matin, la plus importante. La deuxième, vers 11 heures du matin, 11h30, en tous les cas un petit peu avant le déjeuner. Et la troisième, la deuxième plus importante, qui se situe vers 15 heures dans l'après-midi, pour permettre de juguler cette deuxième émission de cortisol dans le sang. Pour les personnes qui ont des problèmes d'endormissement, des problèmes légers d'insomnie, vous pouvez rajouter une 4e séance qui va être juste avant le coucher, parce que ça permet de préparer justement l'organisme à cette phase de relaxation, à cette phase d'endormissement. Bien évidemment, le taux de cortisol est en baisse à ce moment-là, puisque c'est l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui vient prendre le relais. Voilà le 3 fois par jour. Le 6. Pourquoi 6 respirations par minute? Parce que ça correspond à un cycle de 10 secondes. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Cet espace de temps de 10 secondes de respiration, c'est ce qui permet de mettre en cohérence, de mettre en résonance le cœur et les poumons avec l'aorte qui sert de vecteur et qui permet de déployer et de développer les plus grands bénéfices de cette pratique-là. 6 respirations par minute, 10 secondes, ça correspond exactement à la fréquence de résonance du cœur et des poumons à 0,1 Hz. Et c'est ce qui permet la plus grande amplitude de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc c'est ça qui va dans le temps pouvoir venir compenser les effets de réduction mécanique ou par le biais des maladies ou du stress de la variabilité cardiaque qui va venir compenser et potentiellement faire agrandir au maximum cette amplitude de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est, disons, tout simplement 6 respirations par minute, le nombre de respirations par minute qui correspond à la fréquence de résonance et qui est celle qui marche le mieux. Je voudrais juste préciser qu'à ce stade, que c'est la seule façon, c'est-à-dire la cohérence cardiaque par induction respiratoire, c'est la seule façon de rentrer en résonance cardiaque. Donc c'est la façon la plus optimale de pratiquer la cohérence cardiaque et d'en tirer les plus grands bénéfices. On peut faire en complément ou en substitution de la relaxation, de la méditation, de la sophrologie, toutes ces techniques et outils aussi qui peuvent permettre de rentrer en cohérence cardiaque. La seule qui permette de rentrer en résonance cardiaque, c'est la cohérence cardiaque par induction respiratoire. Le 5, pourquoi 5 minutes?
retenez que c'est un chiffre de compromis. Les études ont démontré que en 5 minutes, selon la règle des 20-80, on avait 80% des effets bénéfiques d'une séance. On pourrait pratiquer plus, 7, 8, 10 minutes, mais finalement, on irait chercher que les 20 autres pourcents des effets bénéfiques que l'on peut attendre de cette séance-là. Et on sait qu'au bout de 5 minutes, encore une fois, les études ont démontré qu'il est difficile de mobiliser son cerveau, son esprit, sur son cœur ou sur une image qui fait sens pour nous et qui nous permet de pratiquer en pleine conscience cette séance de cohérence cardiaque. Au bout de 5 minutes, on commence à avoir notre esprit qui commence à divaguer, on commence à avoir des idées intrusives qui commencent à venir dans notre cerveau. On commence déjà à penser à l'après. Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? Ah, mais c'est quoi ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle réunion j'ai? Et à partir de là, effectivement, les effets bénéfiques s'amoindrissent. Donc retenez que le 5 minutes, c'est le meilleur rapport entre le temps passé à faire une séance et les bénéfices que l'on peut tirer de cette séance, qui vont durer encore une fois de 4 à 5 heures. Voilà, cette pratique de base, voilà ce 3-6-5, voilà l'explication de ce chiffre un peu magique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle de pratique de base parce que c'est comme finalement le brossage de dents. Le brossage de dents, c'est quelque chose que l'on fait de façon automatique, que l'on fait maintenant même de façon mécanique, sans se poser de questions. C'est ni agréable ni désagréable, mais on le fait parce qu'on sait que c'est important d'avoir une bonne hygiène dentaire pour nos dents, mais aussi globalement pour notre santé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on a des problèmes aux dents, une infection aux dents, ça peut aussi jouer sur notre santé. Donc, tout comme finalement on a instauré une forme de routine dans le brossage des dents, le matin, le midi, le soir, et bien là c'est la même chose. C'est une pratique, si on veut qu'elle dure dans le temps, que l'on doit installer comme une sorte de routine et qui va finalement faire partie intégrante de notre hygiène de vie, qui va faire partie finalement de notre vie tout simplement. Les effets bénéfiques à long terme ne sont que l'accumulation des effets bénéfiques à court terme, qui sont la pratique du 3-6-5 tous les jours. J'évoquais les bénéfices de la cohérence cardiaque. Je vous propose maintenant de partager les principaux effets bénéfiques d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque. Les nombreux effets bénéfiques de la cohérence cardiaque ont été mesurés et évalués au cours de ces 30 dernières années et ont été validés d'un point de vue aussi bien scientifique que médical. Et ces nombreux effets, on les retrouve sur un plan physique, physiologique d'un côté et sur le plan psychologique, mental et émotionnel de l'autre. Sur le plan physiologique, le premier effet bénéfique et de loin, c'est la diminution du taux de cortisol. Le cortisol qui, encore une fois, est la véritable hormone du stress. Le cortisol est nécessaire pour l'homme parce que sans lui, ce matin, nous n'aurions même pas pu nous lever. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il soit dosé au bon niveau. On parle alors de bon stress. Les études ont démontré que par une pratique régulière de 5 minutes de cohérence cardiaque, on pouvait faire baisser notre taux de cortisol de 20 à 25%. Et ce sont souvent ces 20 à 25% qui sont de trop dans notre organisme et qui font ce qu'on appelle le mauvais stress. Et rappelez-vous, le stress est un facteur aggravant dans à peu près 70% des pathologies. Vous aurez donc compris pourquoi il est important de chercher à le réguler et à le contrôler. Le deuxième effet bénéfique d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque, après la réduction du taux de cortisol, c'est une augmentation du taux de la DHEA. Et là, je bascule côté parasympathique. Cette hormone de jouvence, qui est le contraire du cortisol, c'est l'hormone de la restauration, de la réparation, de la reconstitution de l'énergie. Le seul problème, c'est qu'elle diminue avec l'âge. Je disais précédemment que la première cause de réduction de la variabilité cardiaque, c'était l'âge, et qu'effectivement notre variabilité cardiaque se réduisait de 3% par an. Dans les faits, c'est directement lié à la DHEA, puisque c'est elle qui, dans notre organisme, se réduit de 3% par an. Et ça, malheureusement, c'est vrai pour tout le monde. En plus, quand notre taux de DHEA diminue, mécaniquement, notre taux de cortisol augmente, donc bien augmenter notre niveau de stress. Un autre effet bénéfique de la pratique régulière de la cohérence cardiaque, c'est une diminution de l'hypertension artérielle. En effet, pendant une séance de 5 minutes, on peut faire réduire de façon significative, donc de permettre de réguler la pression artérielle avec des effets qui vont durer 4 à 5 heures. La régulation de la glycémie est aussi un autre effet bénéfique d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque, particulièrement important pour les personnes diabétiques ou en surpoids. Un autre des effets bénéfiques majeurs et importants d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque, c'est une amélioration du sommeil. Le sommeil, on le sait, c'est un des piliers de notre énergie.
Le sommeil, c'est la phase nocturne de la réparation, du repos, de la reconstitution de l'énergie. La nuit, on sollicite particulièrement notre système parasympathique, alors que le jour, on sollicite plus particulièrement notre système nerveux sympathique. Et normalement, la nuit, il n'y a pas de cortisol, sauf si la personne est en stress, et à ce moment-là, ça va générer des troubles du sommeil. L'apprentissage, la mémorisation, la concentration nécessitent un système nerveux parasympathique fort. Une pratique régulière de la cohérence cardiaque permet justement de renforcer ce système nerveux parasympathique et au final nous permet de mieux apprendre, de mieux mémoriser et de plus nous concentrer. Enfin, en renforçant notre système nerveux parasympathique par une pratique régulière de la cohérence cardiaque, on vient augmenter notre taux d'IGA. Et l'IGA, c'est quoi? C'est un anticorps qui joue un rôle crucial dans la fonction immunitaire. Ce qui fait que, par ce biais-là, nous pouvons améliorer notre système immunitaire, donc nous pouvons renforcer notre capacité à lutter contre les microbes, les virus, les bactéries et plus globalement contre les maladies. Sur le plan psychologique, mental et émotionnel, les effets bénéfiques sont aussi nombreux. Le premier bénéfice majeur, et j'en reviens une nouvelle fois au stress, c'est la perception que la personne a de son niveau de stress. Il faut comprendre que le stress, c'est une notion qui est complexe et que les mécanismes du stress ne sont pas simples à appréhender. Et dans la définition que donne l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, cette notion de perception est vraiment extrêmement importante. Les études ont montré qu'une personne qui pratique de façon régulière la cohérence cardiaque améliore la perception qu'elle a de son niveau de stress et de ce fait, elle devient beaucoup plus objective. Ces mêmes études ont montré que la pratique régulière de la cohérence cardiaque permettait, sur le plan psychologique et émotionnel, d'autres effets bénéfiques. Particulièrement, la pratique de la cohérence cardiaque permet un renforcement de la stabilité émotionnelle. Elle permet aussi une amélioration de notre capacité d'écoute, notre capacité de présence, et de ce fait, une amélioration de notre relation à l'autre. Elle permet aussi de développer cette capacité de distanciation par rapport aux événements, cette capacité à prendre du recul et cette capacité au final à lâcher prise. Enfin, un autre effet bénéfique démontré d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque, c'est justement cette capacité de résilience, qui prend toute son importance dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement. C'est cette capacité que l'on a à rebondir, à repartir encore plus fort, à continuer d'avancer sur le fil de notre vie, comme le funambule, sans tomber bien sûr. Voilà dressé une liste non exhaustive des bienfaits de la cohérence cardiaque, d'un point de vue physiologique, physique, et d'un point de vue mental, psychologique et émotionnel. Vous l'avez vu, les effets d'une séance durent en moyenne 4 à 5 heures, et c'est pour ça qu'il est important de le faire 3 fois par jour. La seule façon d'obtenir des effets à long terme, c'est de pratiquer de façon régulière, c'est de cumuler et de capitaliser les effets de court terme et de moyen terme. Et dès lors que l'on commence cette pratique de cohérence cardiaque de façon régulière, on en voit les premiers effets bénéfiques en moyenne au bout de 2 semaines. De plus, ce qui est intéressant, et notamment pour les personnes qui seraient sceptiques, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire, c'est physiologique. On n'a pas besoin non plus de développer l'apprentissage de type pensée, c'est automatique. En conclusion, je voudrais simplement redire que la cohérence cardiaque est un moyen simple, efficace, naturel, gratuit et de ce fait accessible à tous, de contrôler et de réduire son stress. Et de ce fait, de contribuer à renforcer son système de santé. Et quand je parle de santé, je parle de notre santé physique, physiologique, émotionnelle et psychologique. Pour terminer, je voudrais juste partager avec vous 3 idées maîtresses qui me tiennent à cœur. La première, c'est la santé. La santé, c'est notre bien le plus précieux. Et je pense que ce mot résonne très fortement aujourd'hui dans cette situation dans laquelle nous sommes. La deuxième, c'est le temps. Le temps, c'est notre allié le plus cher. Et dans ce contexte si particulier, il est peut-être temps de prendre ce temps nécessaire pour faire des choses que l'on n'a pas le temps de faire en temps normal et pour ouvrir le champ des possibles. Et la troisième idée, c'est notre volonté, c'est notre libre arbitre. C'est notre envie de faire ou de ne pas faire. C'est notre capacité aussi à définir ce qui est important pour nous et en regard de ça, quelles sont nos priorités dans la vie. Je vous remercie tout particulièrement pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.